Bonsoir. Alors Danielle, vous êtes donc scénariste, réalisatrice, dialoguiste et metteuse en scène. Donc vous naissez au cœur d'une famille on ne peut plus cinéphile. Vous êtes en effet la fille de l'actrice Jacqueline Roman et du réalisateur Gérard Rory. Après des études d'histoire de l'art à New York, vous commencez très tôt à travailler avec votre père à l'écriture de scénarios. De votre collaboration naissent une dizaine de films, parmi lesquels les plus grands classiques et succès du cinéma français, tout simplement. Je ne les citerai pas toutes, quand même La Grande Vadrouille, La Folie des Grandeurs, Les Aventures de Rabbi Jacob ou encore L'As des As. Merci beaucoup. Rien qu'à E4, ces films ont rassemblé quand même près de 40 millions de spectateurs en salle. Voilà. Alors, très vite, vous écrivez pour d'autres. On a d'ailleurs longtemps dit de vous que vous étiez la plume, la grande plume du cinéma français. Vous êtes nommé aux Oscars pour le scénario de Cousin-Cousine. Vous avez également écrit avec Claude Pinoteau La Boum et l'étudiante, puis avec Patrice Chéreau La Reine Margot, et ceux qui même prendront le train. Vous passez enfin, j'ai envie de dire, à la réalisation en 1999 et avez à ce jour réalisé 6 longs métrages, La Bûche, Décalage horaire, Fauteuil d'orchestre, Le code a changé, Des gens qui s'embrassent et Cézanne et moi. 5 de ces 6 films ont d'ailleurs été co-scénarisés avec votre fils Christopher. C'est d'ailleurs encore avec votre fils que vous êtes récemment prêté à un tout nouvel exercice, la réalisation de votre première série intitulée Bardot, donc qui est diffusée sur France 2 cette année et qui est donc complètement disponible en replay actuellement. Vous avez donc au total collaboré à une quarantaine de films et séries qui comptent parmi les plus grands succès populaires de l'histoire du cinéma français. Vous êtes entré dans cet univers à un moment où les femmes y étaient extrêmement peu nombreuses, ce qui fait de vous non seulement une pionnière, mais également une des scénaristes cinéastes avec la plus longue et prolifique carrière. L'œil toujours rieur et malicieux, et une décontraction qui semble éternellement juvénile. Cher Daniel, c'est un honneur et une grande joie de vous recevoir aujourd'hui. Merci. Merci. Merci Fabienne pour ce bel historique. Alors, une question avec laquelle j'avais envie de commencer. Donc pour la première question, j'aimerais parler de votre première fois. Et vous, elle est un peu particulière parce qu'il n'y a pas de véritable première fois. Quand on s'était rencontrés, je vous avais un peu demandé où est-ce que vous situez votre première fois, et vous me disiez que c'est pas vraiment défini parce que la première fois que vous êtes crédité au générique d'un film, c'est pour La Grande Vadrouille en 1966. Mais en fait, vous travaillez depuis plusieurs années avec votre père. Et en fait, c'est grâce au succès du Cornio, où vous aviez participé à l'écriture du scénario, que pour lui, ça avait été une possibilité de vous inscrire officiellement au générique de son film suivant. Vous me dites si je me trompe, mais j'aimerais bien un peu parler de ça, de votre première fois. Où est-ce que vous situez la première fois que vous avez eu l'impression et le sentiment de faire partie d'un film ? Alors la première fois, c'est quand même La Grande Vadrouille, parce que c'était vraiment un travail acharné, très 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 long, un apprentissage aussi très extraordinaire, parce que j'ai travaillé donc avec mon père et avec Marcel Jullian, qui était son co-scénariste sur le Cornio. Et avant, c'était bizarre, parce que c'était simplement comme la fille du boulanger qui voit son papa faire le pain et qui apprend comme ça comment ça se passe. Et donc, je pense que mon père, qui a été comédien, pour toute mon enfance, j'ai eu des parents comédiens qui avaient des horaires différents des parents des autres filles, puisque c'était des lycées de filles, il n'y avait pas de garçons à l'époque, on n'était pas mélangés. J'ai l'impression que je parle vraiment en effet d'un autre siècle, et c'était un autre siècle. Et donc, oui, moi j'ai des parents qui n'étaient jamais là le soir parce qu'ils jouaient au théâtre, qui n'étaient jamais debout le matin pour m'emmener à l'école parce qu'ils dormaient. Et quand je rentrais déjeuner, parce que je déjeunais à la maison, je prenais le métro pour rentrer déjeuner, parce que sinon je ne les voyais pas, je déjeunais sur un plateau dans leur chambre pendant qu'eux prenaient leur petit déjeuner. Et ce sont de merveilleux souvenirs d'enfance, et puis souvenirs de vie de comédien qui sont une espèce de vie différente de celle de mes copines de l'époque. Et puis mon père a, lui, évolué et est devenu scénariste. Et là, c'est le moment où, si vous voulez, puisqu'on parle de la première fois, je ne me souviens plus la première fois où je suis rentrée de l'école et où je suis rentrée dans son bureau où il y avait une bande d'auteurs.
qui travaillait, donc Jean-Charles Takela, dont on a parlé, qui est donc l'auteur de Cousin-Cousine, metteur en scène de Cousin-Cousine, et qui travaille avec mon père, et puis d'autres qui sont venus les uns ensemble ou après, des grands auteurs, Henri Janson, Jean Orange, Pierre Bost, Frédéric Dard, enfin des noms du passé pour la plupart d'entre vous, j'imagine, mais qui sont des grands scénaristes de l'époque. Et donc je me mettais dans un petit coin et puis j'écoutais ce qui se passait. Et ce qui se passe est tellement bizarre dans un bureau enfumé avec des sandwichs et beaucoup de fumée, parce que tout le monde fumait beaucoup. On entend ce que c'est que d'écrire un scénario, c'est-à-dire parler beaucoup, parler des personnages, parler de quoi on veut vraiment parler. Ça, c'est aussi une chose qui, évidemment, est la base de tout. Et puis, la construction d'une histoire, alors les notes, à l'époque, donc, on écrivait évidemment avec du papier et des stylos, puis on jetait énormément de papier dans les corbeilles, et puis on recommençait, et puis le lendemain... moi, je rentrais de l'école et je préférais évidemment me remettre dans un petit coin et écouter ce qui se passait. Donc c'était en fait une forme, comme je le disais tout à l'heure, d'apprentissage qui a été absolument magnifique. Mais c'est vrai que le vrai travail qui consiste à une forme d'obsession pour le travail qu'on est en train de faire quand on s'enferme dans un film, ça a été La Grande Vadrouille. Et c'était franchement pas mal comme début. Donc la grande angoisse de l'équipe en question, quand on écrivait La Grande Vadrouille, on se disait que jamais on arriverait à avoir autant de succès que le Cornio. Et ça, c'était la peur du deuxième succès qu'on connaît. Voilà. Vous parlez de s'enfermer dans un film, et justement, j'aimerais parler de ça, parce que quand on est scénariste, pour quelqu'un qui va réaliser le film, qui n'est pas vous, j'aimerais savoir comment se déroule une séance d'écriture, et surtout comment on entre dans l'univers de quelqu'un. Vous, il s'agit de votre père, mais quand il vous présente le scénario de La Grande Vadrouille, ou même d'un autre film plus tard, comment concrètement se déroulent ces séances d'écriture? Quand on s'était rencontrés pour préparer la rencontre, vous me disiez, je ne sais pas exactement, mais... C'est vraiment une question qui nous intéresse parce qu'il y a plein de jeunes scénaristes dans la salle. Comment ça se passe concrètement d'entrer dans l'univers de quelqu'un, même si c'est quelqu'un de sa famille, et qu'est-ce que c'est qu'une séance de travail, une séance d'écriture? Alors d'abord, il ne me présente pas le scénario, parce que le scénario, il n'existe pas. Donc c'était... Alors l'idée, alors bizarrement d'ailleurs, je reviens sur ce que je viens de dire, je vais dire le contraire. Parce qu'en fait, le scénario existait d'une certaine manière, puisqu'il s'agissait d'un scénario qui avait été écrit, qui ne s'était pas fait, par mon père et Jean-Charles Takela, qui s'appelait Lili et Lulu, et qui était l'histoire de deux jumelles pendant la guerre, l'une qui avait évolué dans leur vie personnelle de manière très différente, puisqu'il y en a une qui travaillait dans un bordel et l'autre dans un couvent, enfin, qui était dans un couvent. Et donc, l'idée était qu'en effet, il y avait des aviateurs anglais qui leur tombaient dessus, et elle les faisait voyager à travers la France, l'une avec son filon, qui était les couvents, et où ils étaient, évidemment, ils dormaient sur des planches et ils mangeaient du pain sec, surtout pendant la guerre, et l'autre qui était de bordel en bordel, où ils côtoyaient les Allemands et buvaient du champagne et avaient des aventures avec les jeunes filles qui étaient là. Et c'était en fait une très bonne idée, peut-être qu'il faudrait faire le film puisqu'il n'a pas été fait. Mais en tous les cas, suite au Cornio, mon père ne voulait absolument pas faire une suite. Il est complètement hérissé à l'idée de faire une suite, alors que ce fameux dernier plan du Cornio où il rit dans la voiture, on se dit ils vont partir vers d'autres aventures. Et parce que justement on se disait ça, c'était pour lui un blocage, il ne voulait pas le faire. Et donc il a tout un jour sorti ce scénario en disant, et si on transformait ça pour Bourvil et De Funès, puisque c'était le duo qu'il voulait reconstituer, et surtout parce qu'en fait dans le Cornio ils ont très peu de scènes ensemble, et mon père rêvait de les faire jouer ensemble, et c'est comme ça qu'on a commencé à penser à cette Grande Vadrouille. Alors là, voilà, on a ça, on a déjà ça, ce qui est déjà quand même un point de départ assez solide. On est très souvent parti de beaucoup moins que ça, notamment dans des films par exemple comme Les Aventures de Rabbi Jacob, où il y avait littéralement rien. C'est-à-dire juste l'idée de parler de cette communauté
Voilà, et d'essayer d'écrire une comédie qui fasse un petit peu connaître cette communauté, puis surtout parler évidemment en comédie du mélange et du racisme et de l'antisémitisme, etc. Bon, je reviendrai probablement plus tard là-dessus. Mais donc voilà, alors comment ça se passe? Ça se passe qu'on s'assoit, on commence à dire tout le temps, et si il se passait ça, et s'il faisait ça, et s'il disait ça, et s'il leur arrivait ça. Et puis, parallèlement à ça, évidemment, inventer des personnages, inventer qui ils sont, inventer beaucoup de choses qu'on ne verra pas dans le film, mais que nous, on sait, sur leur vie, leur passé, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, leurs défauts, leurs vices, leurs fantaisies, etc. Mais tout ça, ça fait partie de tonnes de notes qu'on prend. Et puis ensuite, à force de et si, on construit petit à petit un scène à scène, et puis on se lance un beau jour dans des avions, extérieur nuit, le ciel, les coups des attaques, etc. Et puis on se donne tout à coup la liberté de construire, c'est-à-dire d'essayer de construire l'histoire. Alors qu'il s'agisse des collaborations que vous avez eues avec votre père ou avec votre fils, j'ai lu que vous disiez que la différence de genre et d'âge était un atout en fait important dans la créativité. Est-ce que ça, c'est une idée que vous pouvez développer un peu ? Oui, je pense que c'est très important d'échanger, en effet, et de construire, en effet, c'est tout ce que je viens de raconter avec quelqu'un qui a 20 ans de moins. En l'occurrence, on n'était pas non plus... c'était un jeune père, mais tout de même, on voit les choses autrement. Et puis, on voit aussi les choses autrement en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que... Il y a tout à coup puisqu'on parle de la Grande Vadrouille, moi, par exemple, ces deux hommes, ils avaient vécu la guerre, ils avaient eu 20 ans pendant la guerre, ils avaient eu peur, ils avaient eu faim. Ils avaient vécu, effectivement, en ce qui concerne en tous les cas mon père, cette peur de la déportation et le fait d'avoir à se cacher. Et moi, j'avais rien vécu de tout ça. J'étais toute fraîche. J'étais née pendant la guerre, mais bon, finalement. Et j'avais, par rapport à eux, une certaine légèreté sur. Oui, on peut rire de ça. Oui, ça c'est drôle. Ah oui, mais est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Est-ce qu'on peut... Parce qu'on est tout de même en 65. On est 20 ans plus tard. C'est encore tout chaud et tout froid. Donc voilà, ce sont des choses que je réexpérimente effectivement avec mon fils, parce que tout à coup je dis quelque chose et je me rends compte en effet que c'est un point de vue qui est très dépassé aujourd'hui, et j'ai vécu ça avec mon père aussi. Donc vous reconnaissez avec votre fils un dispositif, ou en tout cas une ambiance que vous aviez avec votre père ? Oui, bien sûr, bien sûr que je reconnais, mais j'ai eu cette ambiance aussi avec Chéreau, avec Pinotto, avec beaucoup de metteurs en scène avec lesquels j'ai travaillé, parce que, alors, en effet, en ce qui concerne mon père et mon fils, ce sont deux hommes avec lesquels je savais que je m'entendais bien. Donc sinon, parce que si on se voit tous les jours pendant des mois, on se retrouve vraiment avec une grande discipline tous les jours. Et ça fait partie je pense, vraiment de l'efficacité du travail. C'est justement de ne pas lâcher le morceau et de ne pas s'éparpiller de trop. Mais avec d'autres, il y a une petite période comme ça d'adaptation, de savoir si on va être bien ensemble, si on va vraiment avoir envie de se voir tous les jours, si on est efficace, si on a envie de faire le même film. Et parce que le scénariste, il se met quand même au service du metteur en scène. Parce qu'au bout du compte, on peut discuter pendant des heures, le choix final, c'est le metteur en scène qui le fera, et c'est le film, c'est son film. Et donc, si on ne se sent pas d'accord avec ce que le metteur en scène a envie de faire, il faut partir tout de suite. Et ça peut arriver.
Alors vous parlez d'efficacité, j'aimerais juste vous parler d'adresse et d'universalité, parce que vous avez écrit de grands succès, Le Cerveau en 69, La Folie des Grandeurs donc en 71, Les Aventures de Rabbi Jacob en 73, Cousin-Cousine 75 nominés aux Oscars, La Boum, La Reine Margot, Belle Maman, qui sont des grands films populaires, des immenses succès à répétition. Comment vous expliquez cela? Et je me demande, est-ce que vous avez une sorte de recette secrète qui a été développée au fur et à mesure des années pour toucher le grand public? Non, bien sûr que non, mais il y a aussi un phénomène de chance, je pense, que tout à coup, en effet, on a la possibilité en tant que scénariste, parce que c'est un métier scénariste qui est un petit peu dévalué, mais qui est quand même un métier magnifique, parce que justement, on rentre dans l'univers de tas de gens très différents. On part dans une vision, dans des idées qui sont des univers qui vous emmènent vraiment ailleurs. Et maintenant, c'est drôle parce que je viens d'être dans un jury à la Ciotat de premier film, et je parlais au public et je disais que finalement, quoi qu'on fasse quand on fait un film, on a toujours l'impression que c'est un premier film. Parce qu'on se retrouve sur un plateau avec une équipe, avec des comédiens, avec tout ce qu'on a imaginé qui allait se passer, qui se passe différemment, avec et puis avec ce mélange d'énergie positive et de doute tout le temps. Et ça, ça fait partie de notre vie, je pense, parce qu'on ne sait jamais très bien ce qu'on est en train de faire. Donc, surtout pas de recette, bien sûr que non, à part ce que je peux dire. Mais enfin, je ne veux pas donner des leçons, mais à part beaucoup de travail, finalement. C'est la seule recette que je peux imaginer. C'est la fameuse industrie du prototype, qui est le cinéma. Vous, par rapport à ces succès, alors on a bien compris que vous n'aviez pas de recette, mais qu'est-ce que vous valorisez le plus dans les succès que vous avez rencontrés? Je suis désolée, mais je ne comprends pas très bien votre question. Je valorise quoi? À quoi vous accordez de l'importance? Qu'est-ce que vous gardez finalement dans les succès que vous avez rencontrés? Qu'est-ce qui pour vous a été le plus nourrissant à titre personnel dans les succès que vous avez rencontrés? C'est pas le succès. Je pense que c'est évidemment que ça fait plaisir quand les choses ont du succès, mais c'est surtout une sorte d'encouragement à continuer, à faire autre chose, à se dire d'abord qu'on va pouvoir probablement grâce à ça en faire un autre, donc, ou qu'en tant que scénariste on va vous appeler et vous demander de travailler sur des trucs qui vous passionnent. C'est plus ça. Alors on est toujours je pense qu'on est étonné, on est étonné par l'échec et on est très étonné aussi par le succès, donc je pense pas qu'on en tire quelque chose une leçon. Je pense qu'on tire beaucoup plus de leçons des choses qui n'ont pas marché. Je me permets juste, vu que Zan est avec nous ce soir, même si je ne veux pas griller toutes mes questions pour la prochaine fois, vous demandez-vous l'idée d'universalité et de succès, comment vous le preniez par rapport à ce que dit justement Daniel ce soir? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça, du succès et de l'idée d'universalité de grand public? Le succès, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Pardon. Ouais. Oui, parce que quand on fait un film, en tout cas quand je fais un film, je ne pense jamais au succès. J'écris, voilà, et je me bats pour qu'il existe, et je ne vis que pour ça. Voilà. Et c'est vrai que j'ai toujours beaucoup de bonheur à le faire, et souvent, quand j'écris une scène, bon, je m'amuse et je dis tiens, ça va. Je pense que le spectateur va réagir comme ci ou comme ça à ce moment-là. Bon, et je me suis rarement trompé. Voilà. Mais c'est vrai que quand le film sort, on s'est tellement battu, parce qu'on parle de succès, on parle de choses comme ça, mais quand on est une femme et qu'on réalise, ce n'est pas du tout évident. Voilà. Donc, c'est pas pour se plaindre, parce que bon, on n'est pas là pour se plaindre, et puis nous faisons nos films, nous nous battons, et puis ils existent ou ils n'existent pas, et puis on continue. Donc, c'est très important que ce qui compte, c'est le résultat, et puis le bonheur qu'on procure aux gens. Quand ils voient vos films, et
moi, je vais souvent dans des salles de cinéma. Moi aussi. Voilà. Les gens ne savent pas que je suis là. On est là, voilà, au fond de la salle. Et on entend rigoler les gens, les voir, ou bien réagir. Et c'est très, très important pour nous, justement, de faire ça. Ouais. C'est ça qui est merveilleux d'ailleurs avec les comédies, c'est que du coup, on les entend vraiment, vraiment rire. Effectivement, moi, j'allais toujours avec mon père le samedi soir, avec le public du samedi soir dans les salles. Et on écoutait les gens, et quand on entendait les gens rire, et je dois dire qu'on a eu des expériences merveilleuses à ce niveau-là, ça c'était effectivement un bonheur. Ça, c'est un bonheur. Et alors quelquefois, on a des surprises aussi, parce que quelquefois, il y a des choses qu'on trouvait très drôles et où finalement ça passe un peu comme ça. Et puis tout à coup, il se passe quelque chose sur l'écran qu'on n'avait pas du tout prévu. On entend les gens rire dans la salle. Et on se dit, ah bon, mais alors ça c'était drôle, ah bon c'est très étrange. Mais justement, c'est ça qui est important, c'est de sentir. Et d'ailleurs, dans les films plus sérieux ou plus dramatiques, on sent aussi une émotion. Mais c'est vrai que c'est moins direct que dans des réactions de comédie. Est-ce que tu as une question avant le premier extrait? Non, on peut y aller. Alors, je vous propose de regarder un premier extrait de La Boum. Et puis on en parle juste après. Vous aviez 38 ans lorsque vous avez écrit La Boum, qui a été un triomphe au box-office quand même. 4,3 millions d'entrées en France et 15 millions d'entrées en Europe. C'est toujours important quand même de citer ces chiffres pour voir à quel point il y a une résonance. Et je disais que vous aviez 38 ans parce que justement, je me demande comment vous avez vu aussi juste sur une génération. Parce que Sophie Marceau a 13 ans dans le film, si je ne me trompe pas. Alors comment on écrit générationnellement? Et surtout là, voilà, quand on a 38 ans, comment on représente une génération aussi fortement? C'est beaucoup grâce à ma fille, parce que j'avais une fille donc, qui avait 12 ans au moment où j'ai imaginé cette histoire. Donc je baignais quand même grâce à elle. Là, du coup, c'était pas mon fils, c'était ma fille. Mon fils était un peu plus jeune. Et c'est vrai que je les entendais parler, je voyais tous ces garçons et filles qui venaient à la maison et je les observais et j'étais fascinée par le changement qui venait de s'opérer. Et c'est-à-dire que tout à coup, les enfants étaient déjà devenus des adolescents. Et ça, c'était l'époque. Maintenant, c'est largement dépassé tout ça, mais c'est parce que c'est vrai que tout à coup, une gamine de 10 ans qui dit à ses parents qu'elle voudrait aller à une boum, c'est rentré dans les mœurs. Mais à l'époque, pas du tout. Et ça arrivait vers 15-16 ans et je ne m'attendais pas du tout à tout à coup me faire face à ces problèmes-là avec une petite fille qui me regardait, moi, femme de 38 ans, comme si j'étais quelqu'un qui ne pouvait pas imaginer les sentiments, l'amour... enfin, tout. Et donc, c'est ce contraste qui m'avait fasciné dans le regard de ma fille et ses exigences de liberté où j'étais préparée, puis je me disais dans 2-3 ans, puis en fait, pas du tout, c'est arrivé comme ça, et je me suis dit, mais il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Je pense qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte à quel point c'était quand même très, très différent. Et en effet, là, je saute dans Bardot, où on est dans le premier épisode, elle a 15 ans, on est dans les années 50, et elle porte des soquettes, on n'a pas le droit de mettre des bas, on n'a pas le droit de sortir seule avec un garçon. Enfin, ça, c'était aussi mon enfance à moi. Donc j'ai été un petit peu prise de court par cette histoire familiale. En plus, j'avais moi-même, à l'époque, j'avais divorcé, j'avais rencontré l'homme de ma vie, pour lequel, évidemment, tout ça, je vivais des choses personnelles qui étaient extrêmement perturbantes et chaudes. Et je voyais cet enfant qui me regardait comme une vieille dame qui n'y connaissait rien à l'amour. Donc, voilà. On a beaucoup parlé du fait que dans La Boum, en fait, il y a non seulement le portrait de cette adolescente, mais il y a aussi le portrait de sa mère, cet enfant. Que Sophie Marceau a 12 ans quand elle tourne le film. Elle a eu 13 ans en novembre. Elle aura 13 ans en novembre. Donc et c'est ça qui était pour moi très important. Je remettais toujours d'ailleurs ça en question avec Claude Pinoteau, qui avait lui une fille de 17 ans et qui me disait tout le temps une adolescente. Je dis non. Ce sont des enfants.
Et c'est ça qui est très, très, très nouveau à l'époque. Et je dois dire, c'est très agréable. Encore presque tous les jours, quelqu'un vient me parler aujourd'hui de ce film, et même des gens très jeunes, de la génération effectivement de 12-13 ans. Des enfants d'aujourd'hui. Oui, qui adorent ce film. Ouais. Et donc, pourtant, beaucoup de choses ont changé, et quand même, les sentiments sont là. Mais alors, justement, on a beaucoup parlé du fait qu'il y avait la richesse de ce personnage, de cet enfant, de sa mère, de la grand-mère, et du fait que finalement, c'était toutes les trois à leur niveau, elles étaient un mouvement quand même de bascule un peu sociétal, où les femmes prenaient une place qu'elles n'avaient pas occupée jusque-là. Est-ce que vous avez eu le sentiment aussi par vos personnages, finalement, de donner des autorisations aux femmes ? C'est-à-dire qu'on était tout de même très préoccupés à l'époque par cette histoire du travail des femmes, justement. Et c'est très présent dans la Boom, et c'est encore plus présent dans la Boom 2, puisque dans la Boom 2, il y a un choix à faire entre le métier de l'homme et celui de la femme. Donc on était vraiment très embarqués dans cette problématique. Et c'est vrai que le fait que Brigitte Fosset donc, joue le rôle de la mère et a elle-même une grand-mère, puisque la grand-mère, c'est la grand-mère de la mère, c'est l'arrière-grand-mère de Vic. Et donc cette grand-mère, elle aussi est une femme qui travaille. Elle est musicienne, elle est harpiste, elle a travaillé toute sa vie. Donc ce sont des femmes qui sont finalement dans une dynamique qui est un tout petit peu différente par rapport... C'est en train tout ça évidemment d'évoluer, Dieu merci, mais j'ai revu dernièrement d'ailleurs un film sur lequel j'avais travaillé avant, qui s'appelle Va voir maman, papa travaille, qui est un film de François Leterrier avec Marlène Jobert et Philippe Léotard. Et j'étais très étonnée en revoyant ça, à quel point justement cette préoccupation, manifestement qui était la mienne et qui était celle de Françoise Dorin qui avait écrit le roman, cette préoccupation du père qui a son travail et qui est jugé comme, enfin, qui est traité comme le personnage dominant bien sûr de la famille et complètement bien sûr privilégié par rapport au travail de cette femme qui se bat pour bosser, pour ne pas tout le temps avoir à s'occuper des enfants du matin jusqu'au soir. Et c'était des thèmes, voilà, c'était des thèmes, alors que je pense que maintenant ce sont des thèmes qui sont, Dieu merci, un petit peu quand même en sourdine. Je ne dis pas qu'ils ont disparu. Alors vous parliez tout à l'heure de la place du scénariste, et j'aimerais parler de ce passage à la réalisation. Donc ça, vous en parlez assez souvent en interview, mais moi la question que j'aimerais vous poser, comme on parlait de la première fois tout à l'heure, c'est celle-ci, c'est que vous, la particularité de votre passage à la réalisation, c'est qu'on vous a poussé à le faire. Des producteurs, votre père, votre mari, qui vous disaient, ce serait bien que, Daniel, tu fasses, je les cite, je vous tutoie pas, ton premier film. Alors je me demande, qu'est-ce que c'est à ce moment où vous vous êtes dit, c'est quoi mon premier film ? Comment on se demande ce que c'est ? Il me disait ton film, comme si j'étais propriétaire d'un film. C'est ça. Il faudrait que tu fasses ton film. Et je me disais, mais bon, moi je me sens très bien dans mon métier de scénariste, que je trouve toujours un métier magnifique. Et puis qui m'avait justement permis quand même d'avoir, en effet, moi je travaillais aux horaires de l'école quand mes enfants étaient petits, donc ils partaient à l'école, je m'étais au boulot, ils rentraient de l'école, j'arrêtais, ce qui était un incroyable privilège de liberté, de travailler chez moi et de pouvoir tout de même avoir une vie de famille pas trop, beaucoup moins difficile que la plupart des femmes. Mais j'avais peur, en fait j'avais les jetons. Donc je me disais, mais je vais arriver sur un plateau, je n'avais pas du tout moi de formation technique, j'étais pas allé dans une école de cinéma, ce que j'avais fait simplement toute ma vie, c'était écrire des films et voir des films. Ce qui est quand même d'ailleurs déjà une éducation. Mais enfin, c'est particulier un plateau, c'est vraiment un univers particulier où j'allais voir le metteur en scène avec lequel j'avais travaillé pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, sur une histoire, et puis j'allais le voir 5 minutes, et puis l'équipe ne me connaissait pas, et puis on me disait poussez-vous, vous êtes dans le champ, et puis on déjeunait ensemble, et puis les acteurs ne savaient pas qui j'étais, et c'est une sensation assez étrange, parce que quand on se sent très, très maternel par rapport à un film qu'on a écrit et sur lequel on a travaillé beaucoup,
Tout à coup, on est le scénariste et donc on ne vous connaît pas. C'est ça aussi beaucoup. Et donc, je n'avais pas réalisé en fait qu'il y avait une forme de frustration parce que je la ressentais pas. Puis tout à coup, je me suis dit je suis déjà plus très jeune, parce que j'étais déjà plus très jeune. Et en effet, qu'est-ce que ce serait mon film ? J'avais donc travaillé avec Chéreau, j'avais travaillé avec mon père, j'avais travaillé avec plein de metteurs en scène différents, avec Claude Pinotto, avec lequel j'avais écrit donc plusieurs films. J'avais travaillé sur beaucoup de choses. J'avais beaucoup travaillé pour la télévision. Déjà, j'avais écrit beaucoup de choses pour la télévision. Et j'ai travaillé avec Christopher Frank, j'avais travaillé avec Jean-Daniel Verhaeghe pour la télévision. J'avais travaillé sur une série qui avait eu un énorme succès qui s'appelait Petit Déjeuner compris, avec un metteur en scène qui s'appelle Michel Berny, que des gens ont dû voir dans leur enfance et qui avait été un énorme succès. Donc je me suis dit, qu'est-ce que c'est mon film ? Et je me suis dit, c'est probablement un mélange de tout ça. C'est un mélange de tragédie, de comédie, voilà. Et donc c'est comme ça que l'idée de la bûche m'est venue. Et alors encore une fois, pour repartir au début de ce dont on parlait, c'est vraiment une idée minuscule qui est pourquoi les gens sont si angoissés avant Noël. On prépare une fête dans le monde entier, on va faire la fête et on n'entend que oh là là, comment on va faire et qui machin, on va se retrouver avec un cousin le péniste à table, on n'a pas d'argent pour acheter les cadeaux, on n'a pas le temps, qui va venir, qui ne va pas venir, enfin, des problématiques qui sont finalement pas très importantes, mais qui deviennent des sortes de... Et voilà l'idée de départ. Donc on s'assoit, comme je disais tout à l'heure, dans un bureau, et on parle là-dessus. Qui sont ces gens, de quoi on veut parler, comment, et on part donc de rien, vraiment de rien. Et voilà, et c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis je m'étais dit tout au long de ce travail de scénario de la bûche que peut-être je ne le ferais pas comme metteur en scène, parce que ça me faisait peur. Je me disais on va voir. Peut-être qu'après tout, une fois qu'on aura fini le scénario, je donnerai le scénario au producteur et puis on décidera peut-être qu'on appellera un X, Y ou Z et on verra si c'est quelqu'un d'autre qui le met en scène. Et puis je me suis retrouvée avec des rendez-vous avec un chef opérateur, avec une chef décoratrice et tout à coup je me suis retrouvée dans un train qui roulait à toute allure et puis voilà, et c'est parti comme ça. On essaie souvent de trouver le liant qu'il y a dans les films des cinéastes que l'on reçoit. Et moi, il y a une expression que je trouve qui pourrait être liée à ce premier film et qui n'est pas anodine, vu que finalement, elle va se retrouver dans beaucoup de vos films. C'est l'idée de choc des contraires. Des personnages, des identités, des histoires qui se retrouvent au même endroit, au même moment et qui doivent cohabiter. Alors, est-ce que déjà vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que ça fait un peu partie de la recette de ce qui vous permet de faire justement aussi cohabiter drame et comédie dans un même film ? Alors pour moi, le choc des contraires pour la bûche, c'était ce qui m'intéressait beaucoup. Comme je suis fille unique, j'ai toujours fascinée par les familles plus ou moins nombreuses, mais enfin avec plusieurs enfants, et le fait que des gens qui sont élevés par les mêmes personnes, avec dans les mêmes maisons, avec les mêmes éducations, tout à coup partent dans des sphères complètement différentes et font des choix de vie privée, de politique, de métiers complètement différents. Et ça me fascine, ça m'a toujours fasciné. Et c'est pour ça que c'était très amusant, je dois dire, d'imaginer ces trois sœurs qui sont tellement effectivement le contraire les unes des autres, et de les faire, justement grâce à cette fête de Noël, être obligé de se retrouver, et les problèmes que ça pose à cause des choix qu'on fait et à cause des contraires, en effet. C'était un des thèmes de la bûche, ça. Alors maintenant, c'est peut-être resté dans d'autres films mais enfin c'était en tout cas la préoccupation première de la bûche. Et moi j'ai vraiment l'impression que ça se retrouve dans chacun de vos films différemment, et très bien d'ailleurs. Est-ce que tu avais peut-être une question avant ma prochaine ? Avant Bardot ? Parce que justement j'allais quand même parler aussi de l'écriture de ce premier film, où vous pensiez déjà à des actrices, donc Sabine Azéma, Charlotte Gainsbourg, Emmanuelle Béard, Françoise Fabian, et elles ont toutes dit oui. Alors
est-ce que ça a un rapport avec le fait d'avoir pensé à elle et comment ça s'est passé d'avoir toutes ces actrices dans votre premier film? Ben, ça fait partie de ce train dont je vous disais qui était parti un peu sans que je m'en aperçoive, c'est-à-dire qu'en effet, on a envoyé le scénario à ces comédiennes et j'étais totalement surprise qu'elles disent oui. Et puis j'ai eu un casting comme ça très vite. Et pour les 3 après, c'était plus compliqué. Le personnage du père, ça a été plus compliqué. Mais enfin, j'ai tout de suite eu ces accords. C'était compliqué pour les dates, je me souviens, par rapport à Charlotte qui travaillait aux États-Unis. Et il a fallu vraiment faire des gros sacrifices pour arriver à l'avoir dans le film. Mais enfin, en effet, j'ai eu très vite... je ne sais pas, je pense que le scénario devait être sympa. Et avant de passer à effectivement un extrait de Bardot, qui est quand même une série que vous avez réalisée et coécrite récemment, qui parle donc d'une actrice que l'on connaît tous, j'aimerais parler des acteurs et de ce que peut-être a pu vous transmettre votre père, parce que vous avez déjà déclaré qu'effectivement, lui, son rapport aux acteurs, il passait par la délicatesse et même l'extrême délicatesse qu'il avait avec eux, que ce soit avec les petits comme avec les grands. Alors je me demande si c'est pas cela avant tout, après que vous avez peut-être redirigé vers les vôtres, et est-ce que c'est pas ça avant tout un bon directeur d'acteur? C'est quelqu'un qui fait passer la sollicitude avant tout. Alors je ne sais pas, je ne peux pas juger les autres, parce que je crois qu'il y a des metteurs en scène très tyranniques qui arrivent quand même à finalement réussir des exploits formidables avec les comédiens, donc je pense qu'il n'y a pas de règle. Moi je déteste l'idée de torturer les gens, justement d'être indélicat, j'ai envie qu'un plateau, pour moi un plateau c'est un lieu de bonheur, c'est un lieu où d'ailleurs c'est une des choses que j'aime le plus, c'est de me retrouver entouré d'une équipe de cinéma, c'est extraordinaire, c'est vraiment une équipe guerrière, responsable. Je dis toujours que c'est le contraire d'un chantier. Vous savez, un chantier, on vous dit toujours, ah ben non, c'est parce que l'électricien, il n'a pas sorti son fil, alors j'ai pas pu faire ci, etc. Le principe même d'une équipe de film, ce sont des gens qui ont chacun une responsabilité vraiment à tous les niveaux, les plus hauts et les moyens et les plus en vue dans les chefs de poste, etc. Ce sont des gens qui sont vraiment, qui ont un sens de la responsabilité, un amour de leur boulot qui est absolument magnifique. Et donc, je ne sais plus pourquoi je parle de ça, mais ça me fait plaisir. Donc, pour la délicatesse, oui. Voilà. Et donc, j'aime bien que sur un plateau règne une atmosphère de concentration et de plaisir. Et pas tout à coup de faire régner la terreur. Mais enfin, ça existe et ça fait parfois des très beaux films aussi. Hein, donc... mais c'est pas ce que j'aime. Ce que j'aime, en effet, et effectivement, je pense que mon père a une grande influence là-dessus parce que c'était aussi. Alors de temps en temps, il piquait des colères quand même, et puis il avait beaucoup d'autorité. Et moi, j'arrivais quelquefois sur un tournage et qu'on venait me glisser des choses en me disant est-ce que tu pourrais dire à ton père telle chose. Je me disais mais dites-lui, c'est facile. Et en fait, oui, je sais pas, il y a quelque chose. Mais ça, je pense que c'est vrai avec tous les metteurs en scène parce qu'il y a quand même un côté, on nous protège. On apprend après, très longtemps après le tournage, qu'un tel va se marier avec l'autre, on n'a rien vu, on n'est pas au courant. On est les derniers à savoir. Enfin, dans le contexte actuel, ça fait quand même plaisir d'entendre une réalisatrice dire que c'est une intention, que les choses se passent bien sur un plateau et que ça peut être une volonté. En fait, c'est très, très important et je pense que c'est une volonté et que c'est vrai que dans des cas où ça ne se passe pas bien, il faut que maintenant, et ça je pense que c'est très important, on ait la possibilité de réagir et de ne pas se laisser faire. Parce qu'il y a eu pendant des années, en effet, une tendance de courber les chines et à se dire que c'était normal, et ce n'est pas normal. Et je ne parle même pas d'ailleurs de problèmes sexuels et d'agression, de véritable agression. Je parle simplement une manière de parler aux gens, de les traiter, de ne pas les faire se sentir mal. Et ça, c'est d'ailleurs très intéressant dans Bardot, le fameux tournage de Clouzot, qui était, alors, exemple type, un metteur en scène absolument abusif et qui a fait des films magnifiques. Donc c'est pas
c'est pas une recette du tout, mais c'est vrai que, en effet, et ça c'est une des choses qui est très célèbre puisque c'est une scène qui est dans la série et qui a été racontée par tous. Il l'a giflé et elle lui a rendu sa gifle. Et à l'époque, je peux vous dire que c'était rare. Et ben là, je pense qu'on peut passer l'extrait parce qu'on est dans le mille. C'est pas exactement celui-là, comme ça vous allez voir, mais ça rebondit. Alors, on revient maintenant peut-être après cet extrait sur Bardot et plutôt sur le personnage. Alors, c'est vrai que la série porte sur la naissance du mythe, c'est-à-dire on est dans les années 50, à un moment où en fait c'est la préhistoire, c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur la condition des femmes, et en même temps avec cette femme qui va complètement exploser à l'international et en même temps qui a une liberté d'être qui est hallucinante. Je trouve qu'on sent dans la série cette tension entre ce décalage entre le contexte et ce personnage. Est-ce que c'est ça qui au départ vous a donné envie d'y aller ? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est un personnage. Alors bon, il y a, contrairement à, par exemple, évidemment, quelqu'un comme Marilyn qui est morte très jeune, Bardot, elle vit toujours et elle a évolué dans des sphères différentes et avec des choses qui peuvent être tout à fait louables et puis moins. Donc, mais enfin, c'est un personnage insensé dans les années 50. Et c'est vrai que quand on nous a proposé, puisque c'est une proposition de notre producteur Pascal Breton, de travailler là-dessus, on était pas très bien, justement, comme je le disais au début, qu'est-ce qu'on veut raconter vraiment ? C'est pas un biopic, puisque c'est juste une tranche de vie qui est en fait dans la naissance, effectivement, de cette incroyable aventure. Et ça s'arrête quand elle a 26 ans, c'est-à-dire très jeune. Et ce qui nous a tout à coup vraiment paru extraordinaire, c'est le contexte des années 50 par rapport aux femmes, à sa mère, à son agent, à elle-même, aux hommes autour d'elle, et surtout au fait que cette jeune fille qui vient donc d'un milieu extrêmement favorisé dans les beaux quartiers de Paris, avec une éducation stricte, mais qui d'ailleurs bizarrement paraît curieuse aujourd'hui à tout le monde, mais enfin qui était l'éducation de l'époque, c'est-à-dire qu'en effet, les filles étaient bien coincées, on attendait, et on quittait la maison des parents pour aller se marier. C'était très très rare de ficher le camp et d'aller vivre avec un homme comme ça. Enfin, ça ne se faisait pas, comme on dit. Bon. Et elle a cette espèce de puissance incroyable dès l'âge de 15 ans quand elle rencontre cet homme Roger Vadim, qui a 21 ans, qui est donc un jeune homme, mais enfin elle a 15 ans. Et là, elle fait ce qu'elle aura fait d'ailleurs toute sa vie, mais elle décide qu'elle va faire ce qu'elle veut. Et c'est une époque où les femmes ne font pas du tout ce qu'elles veulent faire. Elles viennent d'avoir le droit de voter 6 ans avant. On est vraiment dans un contexte qui est beaucoup plus proche dans le quotidien des femmes. On est plus proche du 19e siècle, d'ailleurs 50 ans plus tôt, que du 20e siècle. On est encore vraiment dans quelque chose de très coincé. On est tout de suite après la guerre. C'est insensé ce qu'elle a osé faire. Et ça nous... Même par exemple ce problème de la maternité, je veux dire, oser dire qu'on ne veut pas d'enfant, qu'on n'en a pas envie, que si on a un enfant, on n'est pas capable de s'en occuper. Je veux dire, c'est même aujourd'hui difficile à entendre encore. Donc ça fait partie vraiment des tabous qui touchent les femmes. Avoir la vie qu'on veut, avec les hommes qu'on veut, plusieurs hommes si on veut, et s'habiller comme on veut, ne pas... vous savez, les femmes à l'époque, elles sortaient pas sans avoir fait une mise en pli, comme on disait. Je veux dire, c'est insensé. Je pense que ici, nous toutes, aujourd'hui, la manière dont on a nos cheveux comme on veut, c'est-à-dire n'importe comment, excusez-moi, c'était pas pensable. C'était pas pensable.
Donc, ça a l'air de détails, mais ça a foudroyé le monde entier. Donc, ça nous a beaucoup, beaucoup intéressés. La problématique aussi de l'avortement, de ce qu'elle a vécu, puisqu'elle a vécu exactement ce qu'on raconte dans l'événement, la table de la cuisine et le risque de mourir. Alors, le fameux épisode de la lapine qui a stupéfié tout le monde, parce que tout le monde... Enfin, je veux dire, c'est quelque chose que moi, je me souviens quand j'étais enfant, parce que les femmes disaient « je vais faire une lapine ». Et donc, je ne sais pas si les gens qui ont vu ici la série, mais si vous la voyez, vous verrez de quoi je parle. Mais c'était barbare. Et c'était la seule façon de savoir, en sacrifiant ce pauvre animal, assez tôt pour pouvoir avorter, si on était enceinte. Parce que sinon, on s'en apercevait, c'était trop tard. Et enfin, on était encore au Moyen-Âge, quoi. Je veux dire, vraiment, ouais, vraiment. Et ça nous a beaucoup intéressés. Effectivement, c'est la chose qui a fait qu'on s'est dit, tiens, il y a autre chose à raconter que juste la vie d'une jeune actrice qui devient un symbole mondial. Il y a une scène aussi, c'est cette scène où Brigitte Bardot, on lui dit on va te présenter une productrice, la formidable Anne Leni, hein, et elle dit ah bon, ça existe. Et c'est vrai qu'en voyant cette scène, je me disais que vous, le moment où vous avez commencé à être cinéaste, enfin le moment où vous avez commencé à être scénariste d'abord et à être vraiment une femme engagée dans le cinéma dans les années 60, il n'y en avait pas beaucoup. Il ne devait pas y en avoir beaucoup des femmes non plus. Il y en avait très peu. Il y avait effectivement Christine Gouzerenal, donc, qui est l'un des personnages de la série. Il y avait Mac Bodard, qui était d'ailleurs puisque j'en parle, puisqu'il y a le personnage de Lazareff qui est important dans l'histoire, qui est donc ce grand patron de presse, qui avait donc qui avait deux femmes dans sa vie. Sa femme, donc Hélène Lazareff, qui a créé le journal Elle, qui a quand même été aussi un événement par rapport à tout ce qui se passait pour les femmes, donc le premier journal vraiment féministe. Et sa maîtresse, qui était Mac Bodard, qui était donc l'ex-femme de Lucien Bodard, le grand écrivain, qui a produit Les Parapluies de Cherbourg et qui était une productrice très intéressante, qui est morte il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Et voilà, je pense qu'il y avait deux productrices à l'époque. C'est tout. Et vous, alors, on en vient à vous quand même. Qu'est-ce que ça... Enfin, aujourd'hui, comment vous parlez qu'est-ce que ça a représenté d'être une femme dans votre carrière, en fait? Mais moi, je suis un cas particulier parce que moi, je travaillais avec mon père. Donc moi, j'estimais et j'ai eu que j'avais beaucoup de chance d'avoir accès dès le départ à des films qui se faisaient. Donc j'étais pas là à frapper à la porte pour obtenir un boulot ou pour me faire accueillir par des metteurs en scène hommes, puisqu'il y avait très peu de metteurs en scène femmes à l'époque. Alors là, j'ai entendu les statistiques aujourd'hui, mais alors c'est 25%, c'est pas assez, mais 0, c'est vraiment pas assez non plus. Hein. Donc, c'est sûr qu'il y a un vrai chemin qui a été vraiment, fait. Oui, il y a du chemin, Dieu merci, qui est encore à faire, mais il y en a quand même beaucoup qui a été parcouru. Et je pense quand même qu'aujourd'hui, alors vraiment, je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, il y a des places à prendre. Mais je pense que si vous allez aujourd'hui voir une maison de production et que vous êtes une femme et que vous avez un projet intéressant, le fait que vous soyez une femme ne va pas vous empêcher de le faire. Et donc c'est vrai que c'est une question aussi une question de nombre de films et de fait que les hommes occupent des places. Mais je pense qu'aujourd'hui, alors qu'à l'époque, on est une femme et on va trouver un producteur en disant j'ai une idée, je vais faire un film comme metteur en scène, on vous regardait comme si vous étiez folle. Donc c'est vrai que ça aussi, ça, Dieu merci, beaucoup changé. Mais donc j'étais une femme et je travaillais pour mon père. Donc j'avais, d'une certaine manière, mais je n'en ai jamais fait un sujet envahissant, mais j'avais le fait que je n'existais que parce que je travaillais avec mon père. Donc ça lui fait plaisir de travailler avec sa fille. Voilà. Mais c'était pas mais au lieu de m'en faire un problème, je pense que ça a été probablement une des choses les plus positives que j'ai réussi à faire à l'époque, c'est de me dire, j'apprends un métier que j'aime, et le reste, on verra. Et effectivement, et ça prend du temps
pour que tout à coup, quelqu'un vous appelle et vous dise est-ce que ça te tenterait de travailler sur tel ou tel autre projet. Et c'est arrivé pour la télévision. C'est pour ça que moi j'ai toujours travaillé pour la télévision, parce que la première fois que le téléphone a sonné et on m'a demandé de travailler sur quelque chose qui n'avait rien à voir avec mon père, bizarrement, c'était Christine Bouzrenal, donc femme productrice, qui avait mis en route une série de télévision qui était l'adaptation des Claudines de Colette. Donc on tournique quand même autour d'un certain féminisme, parce que Colette aussi, c'était bien entendu une figure très importante de révolutionnaire par rapport à la condition féminine. Donc cette femme me téléphone et elle me dit qu'elle lance un projet il y a 4 romans de Claudine, et elle veut les faire écrire par 4 femmes différentes. Mais le metteur en scène, c'est Édouard Molinaro, c'est quand même un homme. Enfin, quand même... Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Benoît de Groult, qui est aussi une figure importante, donc on est, vous voyez, dans un climat vachement intéressant à l'époque, devait en écrire un autre, et 2 autres femmes scénaristes, sauf que les 2 autres ont foiré, que c'était pas bien. Et que du coup, comme ils étaient très contents du mien, qui était le premier, qui était Claudine à l'école, que tout le monde a dû lire à un moment donné, qui est un merveilleux, merveilleux roman, du coup, j'ai fini par en écrire 3, et Benoît de Groult, un des 4. Et donc, ça a commencé comme ça. Mais c'est intéressant parce que, en fait, les gens qui sont venus me chercher les premiers, ce sont des femmes. Comme par hasard. Comme par hasard. Peut-être passer au prochain extrait. Un extrait des gens qui s'embrassent. Alors, la question que je voulais vous poser, elle partait à partir, vous commencer par quelque chose, par une citation de vous dans un entretien qui date de la sortie du film. Vous disiez que le drame pur, je l'ai fait en tant que scénariste, mais dans les films que j'ai mis en scène jusqu'à maintenant, j'ai toujours eu envie de tout mélanger, comme dans la vie. Et là, j'aimerais vous parler des dialogues maintenant, vraiment en pratique, vu qu'on a plein de jeunes scénaristes dans la salle. Comment vous abordez la construction des dialogues concrètement, et qu'est-ce qui se passe quand vous êtes face à un scénario, une continuité? Comment vous faites arriver les dialogues dans la bouche de vos personnages? Alors d'abord, je voulais vous dire que ça m'a fait un plaisir fou de vous entendre rire, parce que ce film n'a pas marché du tout. donc voilà, et effectivement, j'ai mélangé les genres à tel point que ça a été un mélange qui n'a pas pris. Et parce qu'en effet, c'est un enterrement, c'est une situation dramatique, et il peut se passer un enterrement des choses où on a le fou rire et où on est ça faisait partie du climat du film ce coup-là, la mayonnaise n'a pas trop pris. Mais pour répondre à votre question, le moment du dialogue, c'est le moment que je préfère de tous les moments. C'est-à-dire que après tout ce travail, en effet, dont je parlais tout à l'heure, de qui sont ces gens, de qu'est-ce qu'on veut raconter et de comment on va le raconter, et du scène à scène, de la construction, tout à coup, on se donne le droit de les faire parler. Et là, en ce qui me concerne, c'est le moment où ils se mettent à exister vraiment, à dévoiler leur personnalité, même des moments de mutisme, ou même des moments où ils ne parlent pas, ça dit quelque chose, bien sûr. Et ça, c'est un des moments que je préfère. Alors moi, j'écris des tonnes de dialogues, et évidemment, je les coupe. Donc, mais puis je garde ce que en le relisant 2 jours après, le lendemain, un mois après, j'enlève beaucoup de choses, et je garde vraiment ce qui fait que. Mais c'est un bonheur de faire parler les dialogues. C'est le moment où il faut faire parler les gens comme ils parlent vraiment tous dans la vie, sauf que les gens, quand ils parlent tous dans la vie, généralement, c'est trop long, c'est pas drôle, c'est pas... donc il faut arriver à cet équilibre entre quelque chose de très, très... dans la vérité des choses, et en même temps être très sévère avec soi-même par rapport à ce qui va vraiment ressortir, qui peut faire rire, ou qui peut faire pleurer, ou qui peut... Mais c'est mon moment favori de tout le travail.
Alors, on est dans le contexte quand même d'une grande grève à Hollywood des scénaristes. Et on a, comme tu le disais tout à l'heure, Léolo, beaucoup d'aspirants scénaristes dans la salle. Quels conseils vous pourriez donner à des... Enfin, vous avez commencé un peu à le faire là, mais à des jeunes qui ont envie de vivre de ça, qui ont envie de se lancer là-dedans? C'est quoi le grand conseil que vous pouvez leur donner? Alors, la grève et le conseil, c'est tout à fait autre chose. C'est deux choses différentes. Non, mais c'est un contexte. C'est un contexte tout à fait différent. Ouais. Donc, la grève, c'est parce que un peu partout, mais notamment à Hollywood, les scénaristes sont quand même les mal aimés financièrement. Et voilà, ils en ont ras-le-bol que tout à coup, leur travail, qui est un travail monumental, qui est à la base de tout, qui est vraiment je veux dire, franchement, un mauvais scénario ferait vraiment, vraiment rarement un beau film, vraiment. Donc les scénaristes, ils sont incroyablement importants et se sentent très maltraités par rapport, en effet, alors là, pour les Américains, c'est parce que maintenant, en plus, avec toutes les séries qui partent dans le monde entier, ils n'ont pas assez de rémunération. Enfin bref, et ça va paralyser tout là-bas, et les acteurs vont s'y mettre, et tous les syndicats, ça va être très rude. Et la seule bonne nouvelle, c'est que ça va lui donner du travail ici en France, parce qu'on va continuer à bosser. Mais la situation des scénaristes en France, elle est aussi complexe. Elle est pas... Voilà, absolument. Voilà, maintenant, peut-être que les scénaristes vont se mettre en grève aussi ici, mais en tous les cas... donc ça, c'est la première chose. Alors maintenant, un conseil à donner aux scénaristes, c'est toujours très, très difficile. Ce qu'il faut, c'est... Moi, je pense qu'il n'y a pas de meilleur conseil que d'aller au cinéma. Tout le temps, parce que je pense que c'est là que ça se passe, c'est de voir ce que font de bien les uns les autres, de s'imprégner de ce que c'est qu'une écriture cinématographique. Alors maintenant, je sais qu'il y a maintenant des écoles qui sont de plus en plus intéressantes, mais c'est vrai que les règles, moi j'ai toujours été un peu déstabilisée par... alors il faut qu'au bout de 10 minutes on sache ci, au bout de 15 minutes on sache ça, au bout d'une demi-heure qu'on ait déjà ci, qu'on ait déjà ça. Moi ça me paraît très sclérosant et très... je pense qu'il y a juste un instinct d'écriture cinématographique qui se construit en étant cinéphile, en voyant ce qui s'est fait, et qui va littéralement de Chaplin jusqu'à aujourd'hui, et que quand on se nourrit de ça, on se nourrit. Je crois que je peux dire. Alors une question un peu technique avant de passer à un nouvel extrait qui sera la bonne annonce de votre dernier film, Ces années-moi. J'aimerais parler de la relation qu'il peut y avoir entre l'esthétique visuelle d'un film et son esthétique narrative. Techniquement, en fait, comment à partir d'un scénario que l'on a écrit en tant que scénariste, on va passer à une esthétique visuelle, c'est-à-dire retransposer un univers, une ambiance visuellement. Alors là, je vais parler quelques minutes de mon père, parce que je pense que la raison pour laquelle ces films ont tellement de succès aujourd'hui et depuis très très longtemps sur d'autres écrans que les grands écrans, c'est-à-dire quand la plupart du temps maintenant on projette un de ces films et je vais le présenter dans plein d'endroits en France, et ça me fait très très plaisir de le faire. Et je demande dans la salle, est-ce que quelqu'un a vu ce film sur un grand écran? La plupart, il y a 3 personnes bien très âgées qui lèvent le doigt. Et donc, c'est vrai que ces films, ils sont très beaux à voir sur des grands écrans, parce qu'en fait, il avait un énorme souci d'esthétisme qui était probablement, je dois dire, le premier en France. Parce que les comédies étaient un genre pauvre financièrement. On donnait peu d'argent aux comédies. Il y avait vraiment... c'était pas spectaculaire, c'était pas particulièrement soigné au niveau de la photo, au niveau de la musique, de l'esthétique en général. Et je crois qu'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui ces films vieillissent si bien, et vieillissent même très peu, c'est qu'il y a un grand souci esthétique. Vraiment, c'est très beau, La Folie des grandeurs, c'est magnifique. La Grande Vadrouille, on
on est dans des paysages sublimes de la Bourgogne, et c'était vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur de manière très, très, très constante. Et voilà, et donc je crois que c'est en effet très important. Alors là, c'est tout ce qu'on travaille dans la préparation d'un film, c'est-à-dire le choix en effet des costumes, des décors, de ce qu'on va montrer en fait, en plus évidemment des personnages. Et donc c'est très passionnant. Là, par exemple, dans Bardot, on a eu cette reconstitution des années 50. Quand je disais que c'est vraiment une autre époque, on s'est rendu compte à quel point c'était une autre époque, parce qu'il n'y a pas une rue, où il n'y a pas tout à coup une banque, une pharmacie, un pylône pour les voitures. Enfin, que ce soit le sud de la France, Saint-Tropez, ou que ce soit Paris, donc il fallait effectivement beaucoup se préoccuper de ce qu'on voulait montrer de la France de l'époque par rapport aux costumes, par rapport à... en effet, c'était un travail très très précis et c'est très 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 important. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est presque inconscient dans le bonheur du public et qui est en fait vraiment très important. Je vous propose de regarder la bande-annonce de votre dernier film, sorti en 2016, Cézanne et moi, avec Guillaume Canet. Et merde, cet acteur de la comédie française. Gallienne. Et Guillaume Gallienne, voilà, c'est de Guillaume. Alors, moi, il y a deux phrases que je retiens, c'est tu ne lis plus mes livres, tu les juges, et j'aimerais peindre comme tu écris. Alors, deux questions un peu qui peuvent se répondre, c'est comment garder, lorsque vous regardez des films, une âme de spectateur, et aussi comment, par rapport à vos influences et vos inspirations, réussir à faire avec, voilà, dans votre écriture et dans votre réalisation. Comment quoi, pardon ? Bah voilà. Donc comment, par rapport aux films que vous aimez, aux scénaristes que vous aimez, réussir à s'inspirer tout en restant authentique ? Mais ça, je crois que c'est très inconscient. Je pense que c'est vrai que quand je parlais d'aller tout le temps au cinéma et de voir beaucoup de films tout le temps, c'est ce qui est mon cas. Ça se passe comme ça. Moi, j'adore les films de Jane Campion, par exemple, qui a fait des films d'époque magnifiques. Et que je trouve personnellement très classique. J'utilise ce mot parce que je pense qu'on m'a reproché que ce film soit classique. Mais en fait, oui, je n'avais pas du tout envie de faire quelque chose d'autre. Enfin bon, bref, je l'ai fait comme ça et j'étais très très heureuse de... En fait, j'ai vécu au 19e siècle pendant 3 ans, littéralement. Et j'ai appris énormément de choses et j'ai déjà appris au départ, parce que je ne le savais absolument pas que ces deux hommes avaient, ce qui est quand même insensé, je veux dire que ces deux hommes avaient été les meilleurs amis du monde depuis l'âge de 8 ans et qui s'étaient fâchés. Moi, c'est évidemment la fâcherie qui m'a passionné, parce que je me suis dit, mais comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé derrière tout ça? Et en effet, il y a une rivalité, il y a un choix de vie, il y a un choix esthétique, on parlait de ça tout à l'heure, mais c'est vrai que ce bourgeois qui était Cézanne, qui devient une sorte de clochard, qui devient obsédé de sa peinture, qui n'aura jamais connu le succès, et l'autre qui est un pauvre gamin, fils d'émigré, qui devient un grand bourgeois, aussi couronné d'un succès fou, avec un talent fou. Mais enfin, j'ai trouvé cette histoire fascinante et cette histoire d'amitié fascinante. Et donc, oui, j'ai bien sûr pensé, j'ai revu bien sûr le Van Gogh de Minelli, j'ai revu je me suis imprégné surtout de la peinture des impressionnistes pendant des mois et des mois et des mois. J'ai fait copier des costumes par Catherine Leterrier, ma merveilleuse costumière, qui était dans les tableaux de Manet, de Caillebotte. On va faire une robe comme ça, on va faire un chapeau comme ça, on va recréer. En effet, c'est cette atmosphère qu'on retrouve au musée d'Orsay quand on va regarder. Là, je suis allé voir l'exposition de Degas, Manet l'autre jour, et c'est vrai que pour moi, ça a été un grand bonheur de travailler sur ce film. Et donc,
oui, les influences, c'était pas seulement le cinéma, c'était aussi la peinture, bien sûr, beaucoup. Et notamment les œuvres, non seulement évidemment de Cézanne, mais de tous ces garçons jeunes de l'époque qui ont révolutionné littéralement l'esthétisme de l'époque. Donc voilà, c'était par exemple dans La Reine Margot, quand je travaillais avec Patrice Chéreau, on était très imprégné des tableaux à la fois de la Renaissance et même un peu plus tard de la post-Renaissance. Il a mélangé d'ailleurs beaucoup de styles, on en a parlé longuement, on a regardé tous les tableaux de l'époque, les tableaux espagnols, italiens. Je veux dire, ça faisait partie de l'influence qui nous habitait, parce que quand on fait un film d'époque, on vit ailleurs, quoi. Et donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Totalement. D'accord. Alors, le temps passe quand même. On vous avait promis de laisser un moment pour que vous ayez un temps pour poser vous-même vos propres questions à Daniel Thompson. On va peut-être faire circuler. Ouais. Est-ce que vous avez dû avoir l'accord de Brigitte Bardot pour faire la série ou pas? Et est-ce que vous savez si elle a vu la série, ce qu'elle en a pensé? Alors non, nous n'avons pas eu son accord, nous n'avions pas besoin de son accord, parce que c'est une personne publique et que donc on s'est inspiré de beaucoup de choses qui avaient été écrites sur elle, y compris bien sûr ce qu'elle a écrit elle-même et beaucoup de centaines d'articles de journaux et beaucoup de biographies qui existent. Donc on n'avait pas besoin de son accord. On lui a écrit une lettre, Christopher et moi, il y a maintenant 4 ans, au moment où on a commencé à travailler, peut-être même 5 ans, je crois, pour lui dire qu'on était en train de s'attaquer à cette histoire et pour la tenir au courant. Elle nous a répondu, une longue lettre, nous disant dans une première page de cette lettre, avec cette très jolie écriture qu'elle a, avec cette fleur qu'elle met sur tout son courrier, toujours, qu'elle ne comprenait pas très bien pourquoi on continuait à s'occuper d'elle, qu'elle n'avait qu'un rêve, c'était qu'on lui fiche la paix, qu'on la laisse tranquille, mais que, enfin je ne veux pas vous raconter les compliments, mais enfin qu'elle aimait beaucoup mon travail et qu'en fait, finalement, elle savait que ça se ferait un jour et qu'elle préférait que ce soit nous. Donc ça nous a bien encouragés. Et puis, je lui ai réécrit un petit mot pour lui proposer, quand on a trouvé Julia, notre jeune comédienne, de lui montrer la jeune fille qu'on aimait beaucoup et qu'on trouvait merveilleuse et qu'on avait trouvée. Et elle m'a répondu un petit mot très gentil, presque tendre, en me disant qu'elle était très loin de tout ça et qu'elle faisait confiance. La phrase était je vous fais confiance, votre talent vaincra. Donc c'était très... Alors ensuite, je ne sais pas très bien ce qui lui a pris, mais effectivement, elle a fait une interview au mois de janvier, juste après, elle a été pour la première fois sur la liste des préférés des Français, où elle a dit qu'elle n'avait jamais entendu parler de tout ça et qu'elle n'en avait rien à faire bon, entre-temps, il y avait eu aussi des accords avec la production et des accords financiers, enfin bref. Elle était bien entendu totalement au courant. Et j'ai appris, il y a 2 jours, par quelqu'un qui l'a dit à quelqu'un, qui l'a dit à quelqu'un et qui me l'a dit, qu'apparemment, elle avait regardé la série... pas en replay, mais les 3 lundis, les fameux lundis, comme les téléspectateurs de base, et que ça lui avait bien plu. Ce qui m'a beaucoup étonnée, parce que je trouve que autant je pense qu'on s'est conduit comme il fallait et qu'on a fait les choses comme il fallait, mais je peux totalement comprendre que c'est très bizarre, étrange de voir sur un écran sa propre histoire racontée autrement, avec
tout ce qui s'est passé vraiment, mais en fait pas vraiment comme ça non plus, mais quand même peut-être comme ça. Mais enfin, c'est très très étrange de voir son père, sa mère, sa sœur, ses amants, et elle-même, jouée par une jeune fille, aussi ravissante soit-elle. Je peux comprendre que c'est très bizarre, et en fait, il faut respecter effectivement le fait qu'elle n'a qu'une envie, c'est qu'on lui fiche la paix, et donc il est hors de question que je lui demande ce qu'elle en pense. En tout cas, la série est remarquable, et surtout la jeune fille qui joue son rôle, vraiment, elle lui ressemble étrangement, et elle a vraiment capté tout l'esprit de Brigitte Bardot. Et même toute la série, je trouve, est très fidèle quand même à tout ce qu'on a connu d'elle à l'époque, des journaux, toutes ces histoires qu'elle a vécues, qu'on retrouve dans la série. Et ça correspond tout à fait à ce qu'on a connu, quoi. Merci beaucoup. Est-ce que vous autorisez à vous émanciper, on va dire, de la théorie et de la dramaturgie assez tôt, ou pas trop finalement? Oui, comme je le disais tout à l'heure, moi, les règles, je trouve que c'est très... Autant, par exemple, la technique, je pense que c'est vraiment quelque chose qui s'apprend et qui fait que... il y a au départ, en effet, un vrai apprentissage du cadre, de la photographie, de la lumière, de tout ça. Je pense que ça, ce sont des sciences, non pas exactes, mais ce sont des sciences. Et puis ensuite, après, on en fait ce qu'on veut. Avec le talent qu'on espère avoir, qu'on a, etc. Mais je pense que le scénario, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est vrai que c'est un objet étrange, un scénario, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment fait pour être lu, alors qu'on l'écrit. Donc c'est quelque chose qui s'adresse à tous les corps de métier, un scénario. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde, le chef déco, le chef opérateur, le costumier, tout le monde trouve dans le scénario une réponse à son domaine professionnel. Et ça, c'est peut-être la technique qu'on peut, pour moi, apprendre. Le reste, je pense il faut se sentir libre. Et ça, c'est vrai que si on est tout le temps en train d'écouter, il faut faire ci, il faut faire comme ça, il faut se sentir libre. Et les dialogues, c'est à la fois, c'est un instinct, j'imagine, un talent, mais je crois que d'une certaine manière, ça ne s'apprend pas. C'est vraiment quelque chose du domaine, alors là, du coup, de la littérature, c'est comme le théâtre. Et donc, quand on rentre là-dedans, il faut se sentir libre de partir dans tous les sens. Dans ce carcan dont je parle, qui est qu'on écrit un scénario, c'est fait en effet pour être un objet bizarre qui va être lu par l'équipe et puis qui après ne sera plus jamais lu par personne, mais qui doit donner le ton et qui doit donner une couleur, qui doit donner une atmosphère, qui doit suggérer des choses à chaque corps de métier et puis bien sûr qui va être la Bible pour le metteur en scène et c'est pour ça d'ailleurs que c'est en général merveilleux de travailler en binôme avec le metteur en scène. Parce qu'au moins on fait quelque chose ensemble qui va devenir son film ou ton film. Mais je pense quand même en ayant dit tout ça, il faut quand même une belle dose de liberté. Il ne faut pas se laisser coincer par les avis de tout le monde. On va prendre peut-être une dernière question parce qu'il est tard déjà. On a dû décaler le départ du fait des problèmes de métro, mais c'est vrai que la soirée avance. Je suis content que ça tombe sur moi du coup. Alors moi j'ai 20 ans. Vous êtes où, je ne vous vois pas. Je suis là. Je vais me lever. Alors, moi j'ai 20 ans, j'ai découvert le milieu du cinéma cette année, ainsi que ma passion pour le scénario. Et au fur et à mesure des cours à l'école dans laquelle je suis, on entend souvent parler du cinéma français, du style du cinéma français, et qui est comparé au cinéma américain ou à d'autres endroits. Moi, la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous pensez qu'il y a un style scénaristique français propre, et qu'est-ce que vous en pensez si c'est le cas?
Alors, je pense que oui. Je pense qu'on a un cinéma qui, Dieu merci d'ailleurs, voyage quand même beaucoup et plaît aux étrangers parce que justement, il y a quelque chose de différent. Je crois qu'il y a... alors, ne parlons pas... Enfin, parlons pas... J'ai pas envie de parler des gros films d'action qui sont... d'ailleurs très influencés par les Américains et qui savent faire encore mieux que nous et qu'on fait maintenant de plus en plus et de mieux en mieux. Mais c'est pas ça qui caractérise finalement le cinéma français. Ce qui caractérise le cinéma français, je pense, c'est justement une intimité, quelque chose de proche, de proche des gens, de proche de... Enfin, il y a maintenant, je veux dire, nous, on a d'une certaine manière, on a été influencés pour justement les films d'action par les Américains, mais je pense qu'il y a une forme de cinéma indépendant américain qui est influencé par les films français, notamment d'ailleurs par la Nouvelle Vague, puisque ça a été un moment qui a donné cette espèce d'impulsion incroyable au cinéma à travers le monde. Mais justement parce qu'il y a une liberté, dont je parlais tout à l'heure, il y a une intimité, une liberté dans le cinéma français et dans les sujets traités, qui a influencé le cinéma du reste du monde. Donc, alors ces échanges, ils sont passionnants, mais je crois, oui, qu'on existe beaucoup grâce à un ton. Alors maintenant, il y a tellement de films différents, mais il y a une vraie originalité. Et voilà. Et d'ailleurs, on peut parler 2 minutes de La Palme d'Or, qui est un magnifique film que j'ai eu le bonheur de voir. Et du fait que je trouve que c'est, en dehors des polémiques dont je n'ai pas du tout envie de parler là, que c'est formidable que ce soit une femme et que ce soit un film français qui a eu la Palme d'Or cette année. On est bien d'accord. Je te laisserai le mot de la fin, et qui sera d'ailleurs plutôt des images que des mots. Mais avant cela, je voulais quand même juste remercier encore Eusanne Palcy et renouveler notre invitation de vous avoir, vous, la prochaine fois, comme invité voilà, de nos rencontres, parce qu'il y avait un petit côté un peu frustrant de vous avoir, mais sans vous avoir. Et voilà. Mais voilà, donc on a très envie de ça. Et merci d'être venu pour moi. Ouais. Exactement. Et puis vous, un merci infini pour vos films, pour la générosité avec laquelle vous vous êtes livrés ce soir, pour ce temps consacré et partagé. Voilà, merci beaucoup. Merci. Un très grand merci, effectivement, et on s'est dit qu'on pouvait peut-être se quitter sur un extrait de La Grande Vadrouille. Voilà. Merci beaucoup. Cadeau pour finir, merci.